Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un personnage connu à travers la comptine du bon roi Dagobert. Mais loin de cette image épinale totalement fausse du souverain mérovingien, le roi Dagobert Ier est presque inconnu. Pourtant il règne en tant que roi d'Austrasie de 623 à 634 et en tant que roi de tous les Francs de 629 à 639. Avec le règne de son père, Clotaire II, la période du règne de Dagobert fut caractérisée comme l'apogée de la puissance mérovingienne. Mais paradoxalement, marquait également la fin de la puissance des rois mérovingiens, qui par la suite perdent peu à peu le pouvoir au profit des maires du palais. Cependant, Dagobert fut le dernier roi de la dynastie mérovingienne à exercer l'autorité royale de manière significative. Vous voulez en savoir plus sur le roi Dagobert? Venez avec moi. Dagobert vient au monde en 605, fils du roi Clotaire II et de son épouse Adaltrude. La naissance de Dagobert survient à une époque de grands bouleversements pour la Francie. Alors que les royaumes mérovingiens étaient dévastés par une guerre civile provoquée par la rivalité entre la reine Bruno d'Austrasie et celle de la reine Frédégonde, grand-mère de Dagobert. En 605, il semblait que Bruno et ses deux petits-fils avaient eu le dessus. Frédégonde était morte, et son fils Clotaire II avait été vaincu 2 fois au combat, son royaume réduit à un petit morceau de terre entre la Seine et l'Oise et la mer. La chance de Clotaire II tourne lorsque, au lieu d'unir leurs forces pour l'achever, les deux petits-fils de Bruno commencent à se battre entre eux. En 610, les petits-fils entament une véritable guerre civile l'un contre l'autre. 3 ans plus tard, ils étaient tous deux morts, et le royaume combiné d'Austrasie-Bourgogne reposait entre les mains d'un jeune roi, Sigebert II, dont l'arrière-grand-mère, Bruno, assurait la régence. Les nobles austrasiens et bourguignons, fatigués de ce carnage sans fin et de l'influence dominatrice de la reine Bruno, décident d'en finir. En 613, plusieurs puissants austrasiens et bourguignons, dont Van Herschel Ier, Pépin de Landen, Arnoul de Metz, invitent Clotaire II à envahir leur royaume. Il accepte et marche sur l'Austrasie et la Bourgogne sans rencontrer aucune résistance. Bruno et ses arrière-petits-enfants furent capturés et exécutés. Clotaire II adopte le titre de roi de tous les Francs, inutilisé depuis la mort de Clotaire Ier en 561. Clotaire II commence son règne par l'édit de Paris de 614, qui renforce le pouvoir de l'aristocratie franque. Il l'avait aidé à obtenir le pouvoir. L'édit décentralise le royaume nouvellement unifié de Clotaire II, en laissant une grande partie du pouvoir entre les mains des autorités régionales. En 617, Clotaire II avait également élevé le poste de maire du palais en nommant un homme du nom de Van Herschel à cette fonction à vie. Le maire du palais, qui n'était autrefois rien de plus que le chef de la maison royale, était désormais le second personnage du royaume après le roi. Chacun des 3 royaumes mérovingiens de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne avait son propre maire du palais pour légiférer et superviser les affaires à l'intérieur des frontières du royaume. Plutôt que de regrouper le poste en une seule fonction, Clotaire II décide de laisser chaque royaume conserver son propre maire. Clotaire II renforce également sa propre position en s'assurant le soutien de l'aristocratie, mais il y parvient au détriment de l'autorité de la couronne. Désormais, le roi des Francs possédait la couronne, mais les 2 tiers de son pays étaient dirigés par les maires du palais, dont il ne pouvait se débarrasser par des moyens légaux. Des maires qui avaient le pouvoir de légiférer dans leur royaume et désormais capables d'agir indépendamment des enfants et des tantes royaux qui les contrôlaient auparavant. Dagobert passe son enfance à la villa royale de Reuilly à l'est de Paris, où il apprend le latin, l'histoire, l'équitation et le maniement des armes. En 615, il fut invité à la cour de son père pour apprendre les subtilités de la politique et de l'administration de la cour. Bien que les royaumes mérovingiens aient traditionnellement été divisés entre chaque fils survivant lors de la succession, le jeune demi-frère de Dagobert Ier, Caribert II, est décrit dans la chronique de Frédégaire comme simple d'esprit, considéré incapable de prendre la succession de son père en comparaison de son frère. Les attentes concernant l'avenir de la dynastie mérovingienne reposaient en grande partie sur les épaules de Dagobert. Bien entendu, cette opinion n'était pas partagée par Sichilde, mère de Caribert II. Sichilde était la fille d'un puissant comte et la première épouse de Clotaire II en 618, après avoir été probablement
l'une de ses maîtresses. Sichilde et son frère Brodulf font pression sur Clotaire II pour que l'héritage de Charibert II soit égal à celui de Dagobert Ier. Bien que le Clotaire II ait refusé, il renforce les liens entre sa propre famille et celle de Sichilde lorsqu'il oblige Dagobert Ier à épouser la sœur de Sichilde, Gomatrude, en 626. En 623, Clotaire II fut confronté aux nobles d'Austrasie, dont l'évêque d'Arnoul de Metz et le puissant Pépin de Landen, maire du palais d'Austrasie, qui s'était plaint que le roi passe la plupart de son temps en Neustrie, argumentant que la présence royale donnait un avantage à la Neustrie. Bien que Clotaire II n'ait pas été disposé à déplacer sa cour en Austrasie, ce qui bouleverserait sans aucun doute ses sujets neustriens, il réalise que les aristocrates austrasiens étaient trop puissants pour être simplement ignorés. Pour les apaiser, il fait du royaume d'Austrasie une entité semi-autonome aux frontières définies. Il nomme Dagobert Ier, âgé de 17 ou 18 ans, roi d'Austrasie. Il s'agissait d'un développement important, car les frontières établies par Clotaire II contribueraient à définir les royaumes d'Austrasie et de Neustrie à l'avenir, ainsi que leur rivalité. En tant que nouveau roi d'Austrasie, Dagobert Ier avait une indépendance minimale. Il était surveillé par l'aristocratie austrasienne dirigée par Arnoul de Metz et Pépin de Landen, qui utilisaient le jeune souverain pour servir leurs propres intérêts. Les nobles pensaient que Clotaire II avait retenu des terres qui appartenaient de droit à l'Austrasie pendant le partage et demanda à Dagobert de négocier avec son père la restitution de ces territoires. Plus tard, Arnoul de Metz et Pépin de Landen obligent Dagobert à ordonner l'assassinat de Chrodoald, un aristocrate bavarois et chef d'un puissant clan des Agilolfing et opposant de longue date aux dirigeants austrasiens. En tant que souverain, Dagobert était toujours sous la coupe de son père et ne pouvait pas faire grand-chose sans son approbation ou son aide. En 623, alors qu'il menait une campagne militaire difficile contre les Saxons, Dagobert fut contraint de demander l'aide de Clotaire II. Les Saxons ne furent vaincus que par la puissance combinée des deux souverains francs. Le 18 octobre 629, Clotaire II meurt à l'âge de 45 ans. En se rendant à Paris pour les funérailles, Dagobert Ier découvre que Brodulf conspirait pour placer Charibert II sur le trône de Neustrie. Selon Brodulf, Clotaire II avait modifié son testament sur son lit de mort afin que Dagobert et Charibert règnent ensemble. Dagobert consulte Landry, maire du palais de Neustrie, et d'autres hauts fonctionnaires qui réfutent les affirmations de Brodulf. Dagobert Ier fait alors assassiner Brodulf et coupe tout lien avec la famille en divorçant de sa femme Gomatrude. Il était désormais libre de revendiquer le titre de son père, roi de tous les Francs, bien qu'il ait décidé de laisser son demi-frère régner sur l'Aquitaine sous le nom de Charibert II, 629-632. Immédiatement, Dagobert Ier décide de se débarrasser de l'influence des aristocrates austrasiens en déplaçant sa cour de Metz à Paris. De ses prédécesseurs conseillers austrasiens, il conserve uniquement Pépin de Landen, peut-être pour pouvoir le surveiller de plus près. Arnulf de Metz et Pépin de Landen consolident leur alliance en mariant Asie Gisèle, la fille d'Arnoul, à Béga, la fille de Pépin. Cette nouvelle famille, connue plus tard sous l'appellation des Pipinides, donnera naissance à la dynastie carolingienne, qui finira par supplanter les Mérovingiens à la tête de la Francie en 751. Pour l'heure, Dagobert devait s'imposer en tant que roi des Francs. En 629, il entre dans l'arène de la politique internationale, en négociant un traité de paix perpétuel avec l'empereur byzantin Héraclius. Sur les conseils d'Héraclius, Dagobert ordonne le baptême de tous les juifs de son royaume. Vers la même époque, Dagobert épouse Nantilde comme nouvelle reine et prend Ragnadrude comme concubine qui donne naissance en 630 au premier fils de Dagobert, Sigebert III. En 633, Nantilde donne naissance au deuxième fils de Dagobert Ier, le futur Clovis II. Ayant prouvé son habileté diplomatique avec le traité de Byzance et en ayant engendré deux héritiers, la position de Dagobert Ier semblait solide et assurée. En 632, Charibert II meurt. Son fils en bas âge, Chilpéric, fut mystérieusement assassiné, laissant le trône d'Aquitaine vacant. Sans aucune descendance, celui-ci revint aux mains de Dagobert Ier, qui règne désormais sur un royaume franc unifié et complet.
Les vastes étendues des terres sous le contrôle de Dagobert firent de lui l'un des monarques les plus puissants et les plus respectés d'Europe occidentale, et peut-être le roi mérovingien le plus puissant depuis Clovis Ier. Les Wends, lors de raids en 630 sur des terres appartenant à des peuples germaniques qui payaient un tribut à Dagobert, décident que le seul moyen d'action était de punir les Wends par la force militaire. En 631, ils lancent une attaque sur 3 fronts. Ses alliés lombards devaient pousser vers le nord de l'Italie, ses alliés alamans devaient marcher depuis les colonies, tandis que Dagobert en personne dirigeait une armée franque hors d'Austrasie. Les Lombards et les Alamans lancent chacun des campagnes réussies et battent les Wends. Mais Dagobert subit une défaite décisive après une bataille sanglante de 3 jours. La cause de la défaite de Dagobert, selon la chronique de Frédéguerre, était la démoralisation de son armée, principalement composée de troupes austrasiennes, apparemment encore amères que Dagobert les ait abandonnées pour la Neustrie. Quoi qu'il en soit, la bataille fut une humiliation pour Dagobert et un encouragement pour les Wends, qui commencent à faire des raids plus profondément dans le territoire franc. Les Saxons proposent d'aider Dagobert à défendre ses frontières en échange d'une remise de leur tribut annuelle de 500 vaches. Dagobert accepte, mais l'aide des Saxons n'eut que peu d'effet. L'année suivante, en 632, de nouvelles incursions Wends eurent lieu en Thuringe. L'échec de la guerre contre les Wends entraîne de nouveaux problèmes internes. Les Austrasiens se plaignent que leurs terres ont été ravagées par les raids. En 632, lassés de la négligence de Dagobert, les nobles austrasiens se révoltent sous la direction de Pépin de Landen. La situation s'apaise en 634 lorsque Dagobert reprend le flambeau de son père en séparant l'Austrasie du reste de son royaume. L'Austrasie redevient semi-autonome dirigée par Siegdebert III, âgé de 3 ans. Selon l'expert Ian Wood, cette décision eut d'importantes répercussions à long terme sur la structure générale de la Francie mérovingienne. Cette partition renforce les divisions entre les royaumes de Neustrie et d'Austrasie, qui avaient été définis à l'origine par Clotaire II 11 ans plus tôt, et renforce le pouvoir des magnates d'Austrasie, qui avaient maintenant un roi fantoche. Depuis sa cour à Paris, Dagobert exerce une influence considérable sur les royaumes restants, devenant ainsi le dernier roi mérovingien à le faire efficacement. Il entrave les ambitions de certains nobles puissants et parvint à supprimer plusieurs conflits qui avaient éclaté entre diverses familles aristocratiques. Sur le conseil de son principal conseiller, Saint-Éloi, Dagobert centralise la frappe de la monnaie à Paris afin de lutter contre la fraude monétaire. Il s'emploie également à réorganiser les systèmes d'administration et de justice. Dagobert était un roi pieux, connu pour ses dons généreux à l'église et au clergé. Il finance notamment l'abbaye de la basilique Saint-Denis, qui fut agrandie pour accueillir 500 moines et leurs serviteurs. Il fait construire un nouveau mausolée au sein de la basilique, qui abrite les restes des martyrs chrétiens Saint-Denis, et serait un jour le lieu de repos habituel des rois de France. Avec Saint-Éloi, Dagobert fonde les monastères de Solignac près de Limoges, et de Saint-Martial sur l'île de la Cité à Paris. Dagobert cultive également une réputation de grand mécène, comme en témoignent les travaux d'orfèvrerie qu'il commande pour les églises. Dagobert envoie une armée en Hispanie en 631 pour aider Cisnande, gouverneur de Septimanie, dans sa lutte pour le trône de Visigoth. En signe de gratitude pour l'aide, le roi Visigoth envoie au roi franc un cadeau sous la forme d'un plat en or. En 635, Dagobert envoie une armée pour écraser une révolte gascogne. L'armée mérovingienne, commandée par 10 ducs, bat facilement les Gascons et les fait fuir dans les montagnes. Malgré cette victoire, l'armée franque fut prise en embuscade par les Gascons au cours de sa marche de retour dans la vallée de la Soule. Plusieurs nobles et dignitaires francs importants furent tués dans l'embuscade. La même année, Dagobert menace d'envoyer une armée pour réprimer les troubles en Bretagne, mais la simple menace d'une invasion suffit à faire plier les Bretons. Dagobert Ier meurt le 19 janvier 639 à l'âge de 36 ans. Premier roi franc est enterré dans la basilique de Saint-Denis. À sa mort, les royaumes de Neustrie et de Bourgogne reviennent à son fils cadet, le roi Clovis II, 639-657, tandis que son fils aîné, le roi Siegdebert III, continue de régner en Austrasie jusqu'en 656. Les deux successeurs de Dagobert étant encore des enfants à sa mort, ce qui permet aux ambitieux maires des palais et aux aristocrates de commencer à régner au nom des jeunes rois.
Les concessions faites par Clotaire II et Dagobert Ier placent les aristocrates dans une position que même lorsque les rois atteignent leur majorité, c'étaient les maires du palais qui détenaient le véritable pouvoir, laissant le roi mérovingien comme une simple figure d'autorité. Siegdebert III et Clovis II sont donc considérés comme les premiers rois fainéants, non attribués aux rois mérovingiens de cette période, car le chroniqueur Eginard. Les maires du palais devinrent les véritables détenteurs du trône à mesure que la dynastie mérovingienne perd de son importance. Pourtant, le déclin de la dynastie n'équivaut pas au déclin des Francs. En effet, ces derniers continuent à accroître leur pouvoir et leur influence. En 751, plus d'un siècle après la mort de Dagobert Ier, Pépin le Bref met définitivement fin à la dynastie en déposant le dernier roi mérovingien Childéric III et en s'emparant du trône. Pépin le Bref, 751-768, devint le premier roi de la dynastie carolingienne. Le déclin de la dynastie mérovingienne ayant commencé avec la mort de Dagobert Ier, considéré comme le dernier roi mérovingien à exercer un pouvoir royal significatif. En effet, le règne de Dagobert Ier est considéré par certains historiens comme le sommet du pouvoir mérovingien. Il était très apprécié des souverains européens contemporains et possédait peut-être une fortune personnelle plus importante que celle de tous les rois francs précédents. Pourtant, il est peut-être plus connu aujourd'hui pour son apparition dans une comptine populaire française, Le Bon Roi Dagobert, qui prend la forme d'une série de conversations satiriques entre Dagobert et son principal conseiller, le Bon Saint-Éloi. Le texte de la rime est devenu populaire en tant qu'expression du sentiment antimonarchique pendant la Révolution française et reste populaire aujourd'hui. Comme on l'a vu, la puissance mérovingienne atteint avec Dagobert son sommet, mais sa mort, le Regnum Francorum, est à nouveau divisé, et plus gravement, ses souverains, souvent enfants, perdent le pouvoir effectif au profit des maires du palais. Malgré quelques résurgences d'autorité à l'image de Dagobert II, la dynastie mérovingienne est mise sous tutelle des maires du palais, et notamment les Pipinides, ce qui vaut au souverain la réputation de roi fainéant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.